Alors la première image qui me vient à l'esprit quand je pense au port, c'est l'image du terminal à containers nord, au bord de l'eau, avec ses grands portiques et ses containers très colorés. Et que je me souvienne, la première expérience personnelle que j'ai avec le port, c'est la vue du clocher de la capitainerie, depuis ma chambre d'étudiant, ma première année à Strasbourg, au foyer de l'ingénieur. Et au loin, je découvre une espèce de petit clocheton derrière la forêt noire. Et là, je découvre qu'il y a un territoire immense, inconnu, qui est le port de Strasbourg. Sinon, depuis, c'est devenu un territoire plus familier où j'ai grand plaisir à me promener. Finalement, c'est les promenades du week-end quand j'ai pas le temps d'aller dans les Vosges et qui, pour moi, évoquent une forme de changement d'échelle, de voyage vers l'au-delà. Mais c'est un port très, très particulier. Et il a été, au fond, un peu considéré comme périphérique par rapport à la ville, par rapport à son centre. Parce que le port historique, on l'oublie. On oublie que dans le secteur sauvegardé de Strasbourg, on avait un port extrêmement vivant, qui était un port de rivières et de canaux, et non pas un port de fleuve, un port directement rhénan. Et cette expansion, ce transfert du port vers le Rhin, a été une aventure de plusieurs années, évidemment très longue, avec la construction des bassins, mais ça a été conçu, au fond, comme une plateforme à part, et le port s'est défendu de l'expansion de la ville. Il s'est d'abord coupé aussi de la ville. Et l'abandon des péniches Freycinet, le changement de gabarit des péniches et du système de chargement-déchargement, de stockage aussi, a fait que, au fond, l'activité logistique s'est transférée vers le territoire portuaire nouveau, dans les années 60, disons, enfin entre les années 50 et les années 60, et au détriment de l'activité qui avait continué d'exister encore pendant un moment à l'intérieur même de la ville. À Strasbourg, on va partout, et pourtant il y a plein d'endroits où on ne va jamais, où les habitants de Strasbourg ne vont jamais. J'ai l'habitude de dire que les habitants de Strasbourg ont souvent comme image du port les friches industrielles, qui sont actuellement en cours de reconquête par la SPL des Deux-Rives, et le port au pétrole. À part ça, si je demande à un Strasbourgeois, place Kléber, ce qu'il retient du port, je pense que c'est à peu près tout. C'est une ville qui se tient à l'écart du Rhin, parce que le Rhin est dangereux, puis c'est par là que ça arrive. Le Rhin, donc évidemment, il y a la question du rapport, sur toute la période moderne, du rapport à l'Allemagne, rythmé par les deux guerres, les occupations, etc. Et puis, le port en lui-même, puisque finalement, le port s'est développé dans cette zone-là après avoir été, au fur et à mesure des siècles, rejeté de la ville, et que du coup, il est devenu une terra incognita, c'est-à-dire que le quartier du port du Rhin en lui-même, c'est 1000 habitants à l'époque, donc que dalle. 1000 habitants qui vivent en vase clos, il n'y a pas de pont, très peu, il y a très peu d'accès, et puis qu'est-ce qu'on irait faire sur le territoire du port si on n'y travaille pas? Et les habitants, ils vivent encore une fois en vase clos et il n'y a pas d'activité qui fasse destination pour des habitants de la ville, quoi. Donc le port n'existe pas. Et en même temps, l'impression que les Strasbourgeois méconnaissent le port et ne perçoivent pas l'importance qu'il peut avoir d'un point de vue économique, voire quelquefois le rejettent. Notamment lorsque des questions de pollution ou de risques industriels se posent, ou de desserte. Et donc, il y a une forme de méconnaissance et de je t'aime moi non plus entre le port et la ville de Strasbourg. Pour la partie du territoire qui n'est pas occupée par le port autonome de Strasbourg, néanmoins, on trouve deux magnifiques infrastructures fluviales qui sont les canaux du Rhône au Rhin et de la Marne au Rhin, et qui assurent des liens au-delà, du sud de la région jusqu'aux portes des Vosges, et qui traversent la première et la deuxième couronne. Et là aussi, on a l'opportunité de créer à la fois des lieux de vie au bord de l'eau, mais pourquoi pas de structurer, grâce à ces infrastructures très
on va dire, lisibles, notamment je pense au canal de la Marne au Rhin, finalement des modalités de transformation, de déplacement qui pourraient être supportées par ces canaux. La première image qui me vient à l'esprit, c'est que le port à Schiltigheim, il existe, mais il est extrêmement confidentiel. Nous avons 2 cours d'eau qui touchent notre commune sur sa frange est. Et ces 2 cours d'eau font un peu frontière avec Strasbourg. Frontière ou lien, ça dépend comment on le voit. Il y a l'Ar et il y a le canal de la Marne au Rhin. Le long du canal de la Marne au Rhin, nous avons un petit port avec des péniches. Et ce port est un lieu de promenade, un lieu d'apaisement. Il est juste à côté du parc de l'Ar, qui est notre gros poumon vert. Et ce parc de l'Ar est extrêmement prisé par les Chilicois, mais aussi les habitants du nord de l'Eurométropole. Et c'est un lieu d'apaisement, c'est aussi un lieu de biodiversité, un lieu de promenade. Le défi, c'est d'essayer d'amener cette qualité de vie qui est sur la frange est, de manière à ce qu'elle irrigue toute la commune. Et c'est un gros défi parce que nous sommes très impactés sur le plan routier. Nous avons 4 radiales qui traversent notre commune. L'idée, c'est que la 5e radiale, qui est finalement l'eau, soit davantage perçue par les Chilicois et qu'ils puissent se l'approprier davantage. Donc, faire profiter un maximum de Chilicois, de Chilicoises de nos berges et de l'apaisement qu'elles apportent. On peut aller du canal et de l'Ar, on peut arriver jusqu'au port du Rhin, mais les eurométropolitains, les Strasbourgeois, les Chilicois ne le voient pas forcément. Parce qu'on est auto-centré sur la route et sur tout ce qui se passe au niveau de ces voies-là. Donc, là aussi, le défi, c'est de montrer qu'il existe des liens. Dans un autre cadre, le canal à Saverne a été longtemps ignoré, de par sa fonction elle-même. C'était un passage dans la ville. Il a été creusé dans le parc du Château. Ça a été une sorte de trou d'eau dans la ville, qui était là pour faire passer des péniches, et n'a jamais été considéré à une autre valeur que celle-ci. Sauf depuis que nous avons commencé à développer l'aspect touristique du port de Plaisance à Saverne, où là c'est devenu un lieu de villégiature, un lieu de rencontre pour les gens du territoire, et ça a complètement changé la vision des Savernois à propos de ce canal, où il est devenu un centre de loisirs. C'est Saverne-sur-Mer, le Saint-Tropez de l'Est, si on peut dire. Voilà. La réappropriation par les communes et par Strasbourg de l'ensemble du patrimoine bleu de notre territoire. C'est ce que nous avions voulu créer avec l'agence d'urbanisme en travaillant sur un plan bleu. Ce plan bleu se poursuit, se développe aujourd'hui avec un schéma fluvial qui permet de réfléchir à tous les usages, usage de loisirs, usage logistique, usage d'accueil d'habitat, sur l'ensemble des voies d'eau de l'agglomération strasbourgeoise. Si j'associe le port à une expérience personnelle, ben oui, puisque mes grands-parents étaient les épiciers du quartier du port du Rhin. Je n'ai pas connu mon grand-père, mais j'ai bien connu ma grand-mère. Je suis née dans ce quartier. Ma première école, ça a été l'école du quartier. Et j'ai grandi avec mes parents qui n'habitaient plus le quartier, mais par contre, je suis venue voir ma grand-mère très régulièrement. J'ai passé beaucoup de temps avec elle. Donc, j'avais l'habitude, finalement, j'habitais le quartier près de l'Orangerie et je venais seule à pied, depuis, je crois, l'âge de 7 ans, régulièrement, 1 à 2 fois par semaine, voir ma grand-mère, en traversant finalement toute la zone portuaire centrale. C'était beaucoup plus gris. Mes souvenirs d'enfance, c'était des souvenirs qui étaient plutôt en noir et blanc. Il y a beaucoup de couleurs actuellement, ne serait-ce que parce qu'autrefois, il n'y avait pas les containers, et là, maintenant, les containers sont en couleur. Je crois qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, ils ne l'étaient pas. C'est tout bête, mais ça change pas mal de choses. Par contre, ce qui a aussi beaucoup changé, c'est qu'il y avait énormément de monde. Moi, j'ai souvenir donc, du territoire de la COP, de la Copé, qui se trouvait dans ce local-là, où on venait faire les courses, collecter les timbres et tout ça.
Et il y avait beaucoup de gens, beaucoup de monde dans le quartier aussi. Il y avait beaucoup de commerces, alors qu'actuellement, dans le quartier, les vitrines sont fermées. Il y a très, très peu de commerces qui commencent à en revenir, mais il y en a très peu globalement, quoi, par rapport à ce que c'était. À Strasbourg même, personne ne sait qu'on a un port. Et à part les gens qui se mettent à l'explorer. Et c'est le point de départ, c'est de se dire, on va révéler le fait qu'il y a le port, et on va le révéler en l'amenant dans la ville. Et donc, il y a ce projet des croisières sonores avec Batorama, et tout de suite en même temps, le projet de faire une exposition d'œuvres dans l'espace urbain, d'œuvres qui sont dans des conteneurs maritimes. Il y a des millions de conteneurs qui passent à Strasbourg chaque année, mais évidemment, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Et donc, du coup, en les amenant, en plus, tous avec un design rouge qui était la couleur, le code couleur du secteur exploitation du port à l'époque, rouge avec un marquage blanc, et devenir comme des ovnis sympas. Ils venaient se poser sur les places pour aussi... il y avait deux raisons aussi qui sous-tendaient ça. Un, Strasbourg est une ville, une fois de plus paradoxale, qui a le culte du travail, et en même temps, il n'y a pas une trace de main sale dans cette ville, à l'intérieur. L'image qu'on montre, dès qu'une fabrique ferme, on la dégage. La preuve, un quartier comme la Cruteno, qui est un quartier de fabrique et dans lesquels toute cette éthique-là a été virée très rapidement. Et le port, qui est en permanence projeté à l'extérieur de la ville. Et donc, ramener ce côté industrieux au milieu de la ville, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui faisait sens. Et puis, la deuxième chose, c'est que quand vous posez un objet iconoclaste au milieu d'un contexte extrêmement dessiné, notamment par l'habitude du regard, soudain, ça révèle justement ce qu'est ce contexte-là, quoi. Et donc, on ressort, et une des problématiques d'Ososphère, c'est créer des situations qui donnent à habiter une ville, parce qu'une de nos sources de réflexion, c'était de se dire qu'on avait la sensation que plus ça allait, plus la ville était se positionnait comme un dispositif d'usage, de service et d'agrément à destination d'usagers. Or, pour nous, la question centrale, c'est la question d'habiter. Quelle ville sommes-nous? Comment l'habitons-nous? Comment l'habitons-nous ensemble? Comment voisinons-nous? Et voilà. Et donc, du coup, voilà comment est née la relation avec le port. On a toujours tendance à dire il faut mettre ce type de zone en dehors des villes, mais on sait très bien, Roissy en est un exemple, lorsque Roissy-Charles de Gaulle s'est créé, il n'y avait rien autour. Moi, j'étais très jeune à l'époque, j'habitais par là-bas, il n'y avait rien. Aujourd'hui, vous avez des villes de 15-20 000 habitants qui sont autour de Roissy, mais avec des gens qui, au début, travaillaient sur Roissy. Donc, on a cet élément de synergie qui est nécessaire, qui doit être renouvelé, effectivement, par une meilleure connaissance des habitants de ce que le port apporte. Le port, c'est trop longtemps vécu en citadelle assiégée. Avec l'évolution des modes, des tailles des bateaux, le port a quitté le centre pour s'installer au bord du Rhin, et progressivement les liens se sont distendus. Pour autant, je trouve que le port aujourd'hui, comparé à d'autres ports, reste intimement imbriqué au territoire de la ville. D'abord, c'est un port dans lequel on circule, ce n'est pas un port franc, fermé avec des grilles. Ce port, il participe au réseau comme n'importe quelle partie du territoire. C'est aussi un territoire dans lequel on travaille. Donc de nombreux habitants de Strasbourg, mais au-delà, viennent y trouver. Puis c'est également un lieu où on y consomme. On va y trouver des magasins, des grossistes, ou même des magasins de détail dans lesquels les Strasbourgeois vont trouver des prétextes pour s'y rendre. Et puis, alors, je ne sais pas si mon expérience est généralisée, mais on voit énormément également de Strasbourgeois se promener le week-end, soit le long des digues du Rhin, soit le long du Rhin dans le jardin des deux rives. Et d'une certaine manière, cette relation ville-port existe à travers différentes fonctions et différentes expériences. Une des difficultés du port, c'est qui fait qu'il n'est pas non plus... Il est une autre partie de la ville, c'est sa dimension et sa faible densité. Le port, c'est 10 km du nord au sud, et c'est une densité d'emploi
relativement faible, même si on trouve des endroits de forte intensité. Et à travers cette faible intensité, cette faible densité d'emploi, on a du mal à proposer une desserte de transport en commun efficace. Et l'autre particularité également que le port ne fait pas, est autre chose, c'est également sa dimension temporelle dans le rythme hebdomadaire au quotidien de la ville. C'est des amplitudes horaires très différentes de ce qu'on trouve dans la ville. Des gens qui commencent, probablement les 3-8, des gens qui travaillent toute la nuit, qui se rendent très tôt à leur travail. Donc finalement, une extraterritorialité liée probablement à cette échelle et à cette dimension temporelle qu'aujourd'hui, on a du mal à articuler par rapport au temps de la ville, on va dire, classique et plus concentrée de notre ville habitée. Alors moi, je travaille dans l'urbanisme, donc sur un projet urbain qui est notamment lié à la construction et aux besoins en logement, puisqu'on va à peu près bâtir 5000 logements sur le projet de Rives, et c'est vrai que c'est vraiment le moteur du projet, au-delà de la création de lieux, d'espaces métropolitains, comme notamment autour de la COP ou de grands parcs urbains. Le moteur reste quand même le besoin et la construction en logement. Donc c'est vrai que c'était un des enjeux phares au démarrage du projet urbain sur tout ce secteur du port du Rhin, qui constitue donc la nouvelle étape du projet de Rives, que de savoir comment concilier des fonctions d'habitat à des fonctions et à des activités portuaires qui certes se reconfiguraient, se relocalisaient en partie. C'est bien pour ça qu'on avait des friches et des territoires en mutation. Et en même temps qui, pour certains, se développaient, s'ancraient sur ce territoire et devaient trouver leur moyen de négocier avec ces fonctions habitées. Donc à la fois, j'ai conscience des enjeux de cette conciliation entre fonctions habitat et portuaire, et en même temps, on prend aussi conscience en travaillant sur un projet urbain sur ce territoire, sur toutes les synergies et sur disons, le caractère exceptionnel de ce territoire qui est entouré par l'eau, qui a aussi une capacité et un potentiel pour être habité assez exceptionnel, et aussi du rapport à l'eau de Strasbourg, qui n'est pas que lié à l'industrie. On voit que même le port autonome a toute une activité autour du tourisme. On a sur ce territoire aussi l'activité, par exemple, de Croisière Europe. On a des gens qui pêchent, on a des gens qui font du canoë. On a aussi beaucoup de choses liées à l'eau qui font qu'il y a des synergies entre espace habité et espace, disons, portuaire ou fluvial. Le port peut être vraiment un espace d'incarnation de la métropole transfrontalière. Il l'est déjà, même si ce n'est pas forcément perçu, au plan économique, c'est très clair. Il y a toute une série de choses qui se cristallisent là, de marchandises qui transitent là. Économiquement, c'est vrai, mais ça n'est pas perçu pour autant. Et je pense que c'est plutôt l'espace portuaire que le port, dans sa fonction industrielle, logistique, qui doit jouer ce rôle, et qu'on a une formidable chance avec ce nouveau quartier des Deux Rives qui est en train de se constituer. Donc là, pour le coup, le port, en tant que structure économique, en tant qu'établissement économique, n'est de loin pas le premier acteur. Lui, le port, il gère ses établissements autour, et ce quartier est quelque part une forme d'enclave en son sein. Mais je pense qu'il doit amener vraiment une contribution à la construction de ce que sera ce nouveau quartier de ville et la façon dont il s'articulera. Et là, pour le coup, avec ma casquette d'élu de la ville et de la métropole, je voudrais vraiment que nous arrivions à injecter dans ce quartier des éléments qui feront que les habitants des deux côtés de la rive du Rhin se l'approprient. Qu'on en fasse un lieu où on va vivre, mais aussi un lieu où on ait envie d'aller se promener, où on ait envie d'aller prendre un verre au bord de l'eau. J'aimerais beaucoup qu'on arrive à implanter des cafés, des restaurants, peut-être des lieux de fête. Après tout, le monde de la nuit est toujours quelque chose qui pose des problèmes de conciliation entre le caractère paisible qu'attendent les habitants et puis la possibilité de s'amuser qu'attendent d'autres.
autre. Peut-être qu'on peut trouver dans cette zone qui n'est pas encore complètement investie des espaces où on puisse permettre de faire du bruit tout simplement et de faire la fête et de se faire plaisir. Il faut qu'il y ait une mixité d'usages dans ce quartier. Nous sommes en train en fait de remettre à plat la façon dont son urbanisation est envisagée et vraiment je vais de ce côté-là essayer d'amener une contribution qui soit à la fois celle d'une élue de la ville mais aussi celle de la vision portuaire pour qu'on puisse amener cette vision-là, faire en sorte que la cohabitation avec le port soit la plus sereine et fructueuse possible, que des interfaces s'y génèrent et aussi que ça soit un lieu de vie transfrontalier. C'est l'endroit idéal pour le faire. On a là la possibilité de construire un morceau de ville, c'est quelque chose de tout à fait enthousiasmant. Die Ortenau, wenn man jetzt ein bisschen noch größer antwortet und auch Kehl, wir sind ja ein starker Wirtschaftsstandort mit sehr vielen mittelständischen Betrieben, die eben auch weltweit agieren. Und wir haben natürlich den Makel, dass wir hier ländlich und kleinstädtisch aufgestellt sind, weil die großen Firmen, die wir haben auf deutscher Seite, die suchen sich natürlich Mitarbeiter im Management, die sonst in großen Metropolen arbeiten, bei großen Firmen weltweit. Und da, jetzt komme ich zu Ihrer Frage und diese neuen Wohnquartiere auf Straßburger Seite sehe ich persönlich auf jeden Fall auch als Chance, weil sie einfach auch einen Wohnraum bieten für, sage ich mal, ein internationales Publikum von Wirtschaftsunternehmen, die wir auf deutscher Seite haben, die eigentlich dann als Wohnstandort Straßburg wählen und als Arbeitsort dann Kehl haben oder vielleicht auch eine andere Stadt oder Kommune in der Ortenau. Da haben wir ja auch sehr viele Global Player. Und für diese Personengruppe ist es eben auch wichtig, ein großstädtisches Wohnumfeld auch zu haben. Das Wohnen am Wasser wird ja immer beliebter. Das ist ja eine neue Form der Urbanität, die überall entsteht, auch in deutschen Städten, wenn man jetzt an Duisburg oder Köln oder egal, wo man hindenkt, hat das ja eine große Beliebtheit. Und insofern sehen wir das, oder ich persönlich, das auch als große Chance, um eben auch da ein Angebot zu schaffen. C'est sûr qu'il y a une réflexion autour des lieux métropolitains du projet qui doit se penser et essaye de se penser en tout cas dans une logique transfrontalière. Mais c'est très délicat, hein, comme je crois que c'était un exemple donné par la clinique Réna souvent en disant bah voilà, on est le grand équipement hospitalier le plus proche de Kellam Rhine. Or, il y a une difficulté incroyable à se dire bah, comment une femme de Kellam Rhine peut venir accoucher à la clinique Réna. Bah, c'est pas évident parce qu'on est dans deux systèmes de santé très différents, qu'il y a plein de barrières voilà, administratives, de la langue, enfin plein de choses. Et en fait, ça, c'est un exemple, mais il faut qu'on se pose pour chaque lieu métropolitain, public comme privé, et qui est en même temps très voilà, passionnant. Mais c'est sûr que là-dessus, il y a un rôle à jouer par le projet de Rives dans un peu ce que je ne sais pas si c'était Roland Ries qui disait ça, mais un peu l'Europe du quotidien, sur comment on se rend plus compte qu'on passe d'un pays à un autre. Je pense que la vision politique à la base de Roland Ries qui a beaucoup porté le projet du tramway, le projet de Rives, c'était vraiment de gommer la frontière, d'avoir vraiment... voilà, je passe de la France à l'Allemagne, je ne suis plus dans ce no man's land, j'ai une ville continue. Et paradoxalement, en même temps, il avait un peu aussi cette envie de lieux un peu emblématiques, d'architecture assez forte le long du Rhin et qui aurait plutôt tendance à un peu voilà, célébrer, marquer l'entrée de Strasbourg et Strasbourg sur le Rhin. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on va peut-être revenir et aussi incarner dans les formes urbaines cette logique de banalisation, qui était une idée très très forte et qui restait l'idée politique la plus forte, de se dire voilà, je passe
de la France à l'Allemagne sans m'en rendre compte. Il n'y a plus de frontières. Et souvent, quand on évoque le projet, on montre une photo historique qui était une photo du tramway qui franchissait le Rhin au début du XXe siècle, donc à l'époque où Strasbourg était allemande, donc où le Rhin n'était pas une frontière. Et souvent, c'est Alexandre Chemetov qui est allé chercher cette image et qui s'appuie beaucoup là-dessus. Et du coup, on la reprend aussi régulièrement parce qu'on y voit sur cette photo quelque chose de très urbain de part et d'autre du Rhin. Et on comprend que le Rhin n'était pas une frontière. Et c'est vraiment ce rapport à la ville, au Rhin et à la frontière qu'on voudrait retrouver. Et on va peut-être en effet plutôt défendre, et c'est ce qu'on défend plutôt dans le projet, de se dire qu'on a cette ville continue. On amène la ville au bord du Rhin, c'est-à-dire que le port du Rhin et le Rhin n'est plus non plus un quartier perdu, excentré au bout du monde, où il y a une cité au milieu d'un territoire un peu, sinon un peu foutraque. Et se dire, non, on a de la ville avec toutes ses aménités et la qualité de ses espaces qui va jusqu'au Rhin, donc aussi avec son intensité urbaine. Donc ça veut dire aussi amener des équipements publics comme privés d'envergure métropolitaine, amener une intensité d'habitat et d'habitants. Mais ça ne va pas nécessairement passer par, disons, de la gesticulation architecturale. Et au contraire, se dire le Rhin est suffisamment un geste paysager suffisamment fort. Je pense qu'on a beaucoup à faire encore sur la connexion du port à la ville. L'identité strasbourgeoise n'est pas une identité portuaire. Je pense qu'une ville comme Marseille est fondamentalement une ville d'identité portuaire. Tout est tourné autour du vieux port, Notre-Dame-de-la-Garde surplombe le port, Le Havre est une ville portuaire. Strasbourg, même si le port est extrêmement important dans son histoire, c'est pas pour rien que la ville a été créée là, comme beaucoup d'autres, elles se sont créées sur des voies d'eau. Strasbourg, son identité, elle est autour de la cathédrale, elle est autour de l'hypercentre, et c'est très bien comme ça. Mais je crois qu'il faut qu'on arrive à travailler sur cette multi-identité de la ville et d'une certaine façon de recoudre ce lien. La ville s'est développée. On est dans quelque chose qui est encore une forme d'entre-deux parce que tous les chantiers ne sont pas finis. Tant que c'est pas fini, c'est pas forcément très joli. Tant qu'il reste des grues, tant que les arbres qui ont été prévus n'ont pas poussé, on a des sentiments de ville qui ne sont pas encore forcément les bons. Une appropriation qui n'est pas complète. Le quartier des Deux Rives n'est pas terminé. Donc on est là dans quelque chose qui est en construction, mais qui recèle, je pense, un vrai potentiel pour qu'on n'ait pas d'un côté cette espèce de zone industrielle pas très connue où on n'a pas très envie d'aller si on n'a pas de raison d'y aller, et puis d'un autre côté la ville. Cette reconnexion est à faire, et je pense que les voies de circulation vont y faire beaucoup. L'existence du tram va être un vrai atout qu'il faut qu'on développe. L'amélioration des pistes cyclables et des voies cyclables, la continuité cyclable et l'agrément cyclable vont y être pour beaucoup. Et puis mieux faire connaître le port. C'est un parti pris vraiment fort au démarrage du projet de Rives. Il faut se rappeler que le schéma directeur, qui était vraiment l'étude vraiment préalable à cette partie du projet de Rives, était à la fois sous maîtrise d'ouvrage du port et à l'époque de la communauté urbaine de Strasbourg. Et c'est vraiment cette négociation entre ville et port qui a été à la base du projet. Et je pense que l'enjeu, c'est avant tout de mesurer les risques et les opportunités. Et en effet, quand on analyse les différents types d'activités industrielles et portuaires, en fait, on a une diversité d'activités. Et on a des choses qui présentent vraiment plus ou moins de nuisances, plus ou moins de risques, et qui, pour certaines, sont tout à fait compatibles avec des fonctions d'habitat, et ont vraiment tout à gagner à s'inscrire dans un quartier plus urbain qui apporte aussi plus de services et d'agréments à leurs salariés, parce qu'aujourd'hui, je pense pour les entreprises du port, c'est pas nécessairement facile de recruter quand vous avez un manque de transport en commun, quand parfois vous avez des horaires décalés, quand il n'y a pas d'offres aussi de commerce et de services de proximité, et que c'est aussi tout ça qu'apporte le projet urbain pour des entreprises qui vraiment peuvent s'insérer
dans un tissu plus dense et qui gagnerait à ça, parce que si on considère aussi que ces activités doivent être davantage économes en foncier, notamment pour préserver les terres agricoles ou végétalisées, il faut aussi qu'on arrive à insérer, disons, ces activités parfois plus artisanales dans un tissu urbain mixte et habité. Hier soir, je suis allé au Jardin des Deux Rives. Je suis rentré à pied à travers cette transformation maintenant, et je suis ultra triste. Ultra triste. Mais vraiment, quoi. Je me dis, mais comment est-ce qu'on a pu, en si peu de temps, en quelques années à peine, une poignée de mois, recouvrir par une couche d'urbanisme qui n'a pour moi pas d'écriture, ce qu'est ce territoire-là, ce croisement d'imaginaire, d'images, de paysages, et en plus en produisant un discours qui est quasiment, qui est contradictoire par rapport à ce qu'on fait, quoi. Il y a une espèce de truc qui est complètement dingue, quoi. C'est-à-dire qu'on me parle de ville-port, mais là je vois pas une ville-port, hein. Je vois une ville qui vient se poser et qui, au fur et à mesure, coupe d'abord le port en deux, totalement, coupe cette figure du port, de l'existence du port, c'est-à-dire que cette partie nord, elle reste encore là, mais au fur et à mesure, elle commence à être encerclée par un bâti qui ne se préoccupe pas du tout d'un récit, mais qui vient se poser dessus avec des fonctions qui sont, pour moi, hors sol, quoi, qui ne sont pas situées par rapport à ce qui pourrait être, si je reprends vos termes, l'expérience personnelle de gens qui y habitent, ou de gens qui viennent y faire quelque chose, de gens qui le traversent parce qu'ils vont en Allemagne. Voilà, on est dans quelque chose qui est non seulement n'est pas portuaire, mais n'est pas strasbourgeois. Donc je suis assez effondré, quoi, de ça. Et je trouve que, à mon avis, alors peut-être que ça va se rétablir au fur et à mesure, mais je suis assez pessimiste quand même, hein. Et à mon avis, on a coupé quelque chose, on s'est coupé du récit, et donc les nouveaux habitants, en quoi c'est du port du Rhin, ça? En quoi on leur dit qu'ils habitent dans un quartier qui s'appelle Deux Rives, mais où sont les rives? Et on les amène soi-disant dans une ville-port, mais où est le port? Je pense qu'on peut faire autrement. Et je pense qu'on peut produire et construire de la ville, et même autrement, et je crois même qu'on se le doit, parce qu'au bout d'un moment, on va aller dans le mur, quoi. Je serai critique sur certains points et satisfaite sur d'autres. Je trouve très intéressant ce qui se passe le long de la rue du Port du Rhin. Là, j'attends de voir, mais c'est pas très dense, hein. Mais ça m'a l'air assez mélangé. Je vois déjà que ceux qui arrivent, les artistes qui arrivent, les artistes et autres activités un peu créatifs de l'économie sociale et solidaire, ces gens-là cherchent le contact avec les gens du quartier, et le contact se fait. Et j'ai l'impression que se fait beaucoup plus rapidement qu'on ne l'avait anticipé, parce que la distance est quand même assez importante. Alors on s'est interrogé au début du projet urbain avec l'équipe de maîtrise d'œuvre urbaine Terre 51, N4E et Liste, et avec aussi Alexandre Chemetov sur la COP, qu'est-ce qu'était créer un projet urbain, des architectures, de l'habitat dans un espace portuaire, et comment en effet on trouvait quelque chose qui fasse partie de cette identité et de cette singularité-là. Et on voit qu'on a déjà choisi des personnes pour travailler avec nous sur ce sujet, qui sont aussi influencées par des territoires rhénans, que ce soit Rotterdam ou alors les grands ports de Belgique, qui s'inscrivent aussi dans cette culture de l'urbanisme, qui n'a pas peur de l'échelle portuaire, qui va aussi trouver une relation entre les formes urbaines, l'habitat et ces grands entrepôts, ces grands silos, ces grands bassins qui tout de suite nous obligent et nous permettent aussi de penser la ville et
et cet habitat dans une échelle qui est celle du port, et en même temps qui sont aussi beaucoup interrogés sur qu'est-ce que c'est amener de l'intimité, mais voilà, plus au sens de l'échelle humaine, dans ce grand paysage et ces grands espaces. Comment, moi, en tant qu'habitant humain, je vais m'y retrouver, ne pas me sentir écrasée par cette échelle beaucoup trop large, et je vais pouvoir recréer aussi un espace de vie qui soit de l'ordre de l'intime. Et pour penser le logement, alors c'est en ça qu'on l'a peut-être pensé un peu différemment, c'est qu'on a, en gros, on a composé à la fois des espaces comme sur le quartier Citadelle, qui devait, par une échelle un peu, avec des petites ruelles, des formes urbaines qui étaient assez, voilà, d'une échelle, on est sur à peu près 2 à 4 niveaux, qui visaient à rapporter un peu une échelle de l'ordre de l'intime et quelque chose d'assez dense au sens d'intense. Et en même temps, sur d'autres quartiers, comme sur Starlet, on a affirmé quelque chose de plus métropolitain, portuaire, voilà, aussi par analogie au grand port du Rhin, qui sont aussi à mettre en perspective à cette réflexion sur habiter le port. Faire métropole entre le port et la ville, ça se joue par construction, par définition, entre les deux acteurs tels qu'ils sont formulés là, la métropole en tant que structure collectivité territoriale, le port en tant qu'établissement public, mais c'est surtout entre tous ceux qui en sont les acteurs, entre les habitants de la métropole, entre les acteurs du port, c'est-à-dire entre les gens du port lui-même, mais aussi les entreprises qui y travaillent, les salariés des entreprises du port, les habitants de la métropole au sens large, les habitants des quartiers qui sont proches. C'est plutôt la question de l'évolution des fonctions du port à travers le long de cet axe entre la ville, le centre et puis le Rhin qui se joue aujourd'hui. Donc cette transformation pose la question plus généralement de la place et de la relation entre les activités industrielles au sein d'un territoire et la manière dont on vit cette dimension économique et de production à travers le territoire. Donc il y a vraiment ces deux fonctions essentielles dans le territoire qu'on n'a pas l'habitude de faire cohabiter, et que le projet, la transformation qui était à l'œuvre à ce moment nous oblige à penser de manière nouvelle, en tout cas à ne pas laisser se gérer dans une forme conflictuelle. Habiter sans travailler et sans produire, ça n'existe pas. Ça pose la question de l'organisation territoriale et des bonnes articulations, des bonnes échelles et des bonnes cohabitations et des bonnes interfaces entre toutes ces fonctions, que ce soit dans le port ou ailleurs, dans l'agglomération. Le port de Strasbourg, il est très étendu. Il est très étendu sur un axe nord-sud et avec une partie centrale qui était restée un petit peu inexploitée et qui a été fortement urbanisée ces dernières années, avec le nouveau quartier des Deux Rives, avec l'aménagement du jardin des Deux Rives dans un premier temps et puis l'aménagement de ce quartier, ce qui crée du coup un nouvel équilibre entre les fonctions d'habitat et les fonctions industrielles, qui n'est jamais facile à vivre parce que ça fait parfois sourire du point de vue des opérateurs industriels qui sont de se dire que des gens choisissent quand même de venir habiter là et sachant qu'il y a de l'industrie et après font mine de découvrir que oui, il y a de l'industrie, donc parfois il y a un peu de bruit, il y a un peu de passage de camion. Oui, l'industrie elle était là, donc quand on choisit d'aller vivre à un côté d'un endroit où il y a de l'industrie, c'est normal qu'il puisse y avoir des petits conflits d'usage qui apparaissent. Donc il y a un nouvel équilibre de cohabitation à trouver, qui est un exercice pas simple, mais important à la fois du point de vue des élus, là je vais parler avec cette casquette-là, du point de vue des habitants, mais aussi évidemment du point de vue de la vie du port. Les gens ne mesurent pas ce qu'est le port. Et donc il faut qu'ils le connaissent. Et le port a fait un gros effort d'accueil et de présentation pour qu'il y ait cette appropriation de ces activités, de ces espaces, et qu'on ne soit pas dans une confrontation entre avoir un port ou pas avoir de port, ou ce que j'ai entendu parfois, il faudrait, c'est le passé, il faudrait se séparer du port et ne plus avoir que, évidemment, des constructions sur les bassins et de la construction purement urbaine, d'habitat et de services. Je ne vois pas la ville ainsi.
je ne vois pas la métropole ainsi. Elle a besoin de cette intégration et de cette proximité du transport qui permet d'organiser le circuit court. Et c'est là-dessus que commencent à comprendre l'intérêt de la voie d'eau nos collègues ou les habitants des communes voisines qui s'intéressent aux deux, c'est-à-dire à la fois au transport de proximité propre et en même temps aussi aux bénéfices qu'on peut avoir quand on est à côté ou quand on va se promener le long d'une voie d'eau. Je suis totalement convaincue que plus d'habitations dans la zone portuaire, bon, ça a déjà un premier avantage énorme, c'est le désenclavement du quartier du Port du Rhin. Ça, on ne peut pas le nier, c'est ça qui permet le désenclavement. Mais c'est vrai que c'est l'arrivée d'un certain nombre d'habitants avec d'autres demandes qui fait avoir un regard, et puis plus nombreux aussi, qui fait avoir un regard différent sur ça. Et je pense que ça va amener à des changements. Il faut faire attention à la façon dont on fait cohabiter les genres. La vocation première d'un port et du port autonome, c'est quand même l'activité économique, c'est le trafic portuaire, le trafic fluvial, le trafic ferroviaire et le trafic poids lourd. Alors, je suis tout à fait consciente qu'il faut faire connaître son port à sa ville, à sa métropole, qu'il faut que les Strasbourgeois se familiarisent avec le premier gros acteur économique de la métropole. Mais il faut aussi, je dirais, à un moment donné, savoir garder des distances. Hein. On peut parler de proximité, mais pas de promiscuité. Et je dirais, ça c'est aussi pour le bien-être des riverains. Je dirais, à un moment donné, les industries, elles peuvent générer des nuisances, du bruit, du trafic, etc. Et il faut veiller à ne pas rapprocher de manière inconsidérée l'habitat, les immeubles qu'on peut construire ou qu'on peut réhabiliter de ces industries, de manière à ne pas les faire fuir et de manière à conserver l'activité économique qui est aujourd'hui génère l'emploi. Il faut rester réaliste. Enfin, je ne pense pas que l'urbanisation intensive de la zone portuaire soit compatible avec une activité portuaire. Enfin, je l'ai vécu, enfin, on l'a vécu dans notre groupe, dans d'autres endroits, où à partir du moment où l'urbanisation prend le pas et se rapproche de plus en plus en fait, de l'activité industrielle, qui forcément crée des nuisances, en l'occurrence sonores, au bout d'un moment, les habitants qui sont là, même si au début l'activité portuaire était là et ils le savaient très bien, au bout d'un moment, ils ne l'acceptent plus. Enfin, à Strasbourg, on a quand même l'exemple de toutes ces habitations qui ont été faites sur la route du Rhin. Qui, depuis que voilà, elle est fortement urbanisée, nous, en tant que professionnels, régulièrement, on nous remet sur le tapis l'interdiction pour les camions, par exemple, de circuler sur la route du Rhin. Il y a déjà des interdictions en cours, hein, c'est plus autorisé pour le transit, mais vous voyez, c'est des sujets qui nous préoccupent quand même. Et l'activité portuaire, il y a des trains, il y a des camions, il y a les grues qui font du bruit. Les gens qui habitent à côté, ouais, je pense qu'il faut faire attention. Disons que ça ne va pas nous aider à développer l'activité. Je donne juste un exemple qu'on a eu à une de nos agences à Andernach, qui est à côté de Coblence, qui est le port est au bord du Rhin, complètement loin de la ville, hein, il n'y a aucune ville à proximité, sauf que de l'autre côté de la rive du Rhin, donc le Rhin à cet endroit-là est très large, je ne sais pas combien de centaines de mètres il fait, il y a un village, et en fait avec la résonance, puisque c'est un peu un goulot d'étranglement, il y a des montagnes des deux côtés, lorsque le port travaille, le bruit des grues, les gens qui habitent en face l'entendent. Et en fait, ils ont réussi à faire interdire le travail de nuit, par exemple, qui avant ne posait aucun problème et qui nous arrangeait vraiment et qui nous aidait aussi dans le développement d'activités. Alors que là, maintenant, c'est interdit. C'est ce genre d'exemple. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas travailler de nuit à Strasbourg, mais ce n'est pas en rapprochant l'urbanisation qu'on va pouvoir le faire un jour. Die Stadt Kehl sieht eben dort die Möglichkeiten, auch Wohnen am Wasser zu ermöglichen, auch vorne am Zollhof.
Und da ist es aber genau auch eben abzustimmen mit der Hafenverwaltung und dem Hafen, inwiefern das gemacht werden kann, ohne den Industriestandort zu schwächen, beziehungsweise die Notwendigkeiten, die Industrie hat mit Güterverkehr, Autoverkehr, Lkw-Verkehr, eben auch störungsfrei, behinderungsfrei zu realisieren. Also da gibt es sicherlich auch eben keine 100%ige Konvergenz der Interessen. Und da kommt es darauf an, eben auch gemeinsam dann den richtigen Weg zu entwickeln und umzusetzen. Man muss bei dieser Fragestellung immer betrachten, in welchem Bereich des Hafens man sich befindet. Wir haben ja insgesamt sehr viele Gleisanlagen und Straßen. Und diese Bereiche, diese Schienenbereiche sind ja eigentlich ausgelegt für die industriellen Ansprüche. Und da ist es schon problematisch, wenn Radfahrer oder auch Fußgänger in größeren Mengen, sage ich mal, auftreten. Wir haben im Kehler Hafen auch eine kulturelle Nutzung in einem Gebäude, was im Privatbesitz ist. Und da kommt es schon auch zu Konflikten, weil sich Menschen, sage ich mal, dann vielleicht nicht so bewegen, wie es einem Industriegebiet angepasst wäre. Ob sie jetzt ihr Auto auf Gleisen abstellen oder leichtfertig die Gleisanlagen überschreiten und nicht einkalkulieren, dass da auch gefahren wird. Man muss schon gucken, wie man, wenn man jetzt Bereiche macht, die einen Mehrwert bieten für Stadtbewohner, die kulturelle Nutzung hat oder Flanierecken, dann muss es schon so strategisch angegangen werden, dass praktisch die Bereiche, die eher die industrielle Nutzung haben, davon abgekuppelt sind, weil sich das schon ein Stück weit ausschließt gegenseitig. Si on veut organiser, je dirais, une cohabitation pacifique entre industrie et riverains, il faut effectivement bien respecter les périmètres de danger. Aujourd'hui, on les connaît, hein, ils sont connus, donc vous avez soit des PPRT, soit des portées à connaissance qui régissent ces périmètres. Donc effectivement, il faut bien veiller à les respecter. Il faut, je pense aussi, mettre des distances entre les activités génératrices de nuisances et les habitations. C'est incontournable. Après, il faut aussi, je pense, organiser un dialogue entre les entreprises et les riverains. Il faut que les riverains soient aussi réceptifs de ce dialogue. Parce que souvent, c'est ce qu'on vit, nous, en tant qu'industriels. On est prêt à dialoguer, on est prêt à montrer ce qu'on fait, à faire connaître nos métiers. Mais on n'a pas toujours en face de nous des riverains qui sont prêts à entendre. Donc, il faut qu'il y ait à un moment donné aussi de la part du riverain cette acceptation de l'industrie, cette acceptation du fait que le risque zéro n'existe pas et cette acceptation des nuisances. Il y a beaucoup de pays anglo-saxons qui ont fait cette part de travail. Je dirais, quand vous voyez la manière dont est construit le port de Rotterdam ou le port d'Anvers, vous vous apercevez que l'habitation, elle n'est pas très loin. Mais il y a un degré d'acceptation de la part des habitants qui sont conscients que les activités industrielles génèrent de l'emploi, génèrent des flux économiques, génèrent tout simplement de l'argent et du pouvoir d'achat, qui fait que la cohabitation, les relations sont complètement différentes et sont acceptées. Donc c'est ce travail-là qu'il faudrait qu'on arrive à faire ici, à Strasbourg, avec les riverains. Il faut aussi tenir compte du temps que prennent les changements, mais il y a évidemment une forte pression, il va y avoir une forte pression. Et là encore, je suis assez surprise de ce qui s'est passé les dernières années, puisque après 2009 et la catastrophe qui a été
l'OTAN dans le quartier, avec les incendies et tout, il y a eu un certain nombre de réunions et les habitants ont été associés à un certain nombre de réunions, notamment, je me rappelle, de réunions où il y avait les entreprises du port, le GUP, où il y avait, enfin, c'était des ateliers de projet, où il y avait le port autonome qui était là, etc. Ces réunions, elles n'ont pas eu de suite après. Ou si elles ont eu une suite, elles ont existé pendant quelques années. Et puis à partir de 2013, et là je vais être assez franche, à partir de la création de la SPL, il n'y a plus eu de réunion de ce type-là, où finalement on pouvait mettre autour de la table le port autonome, les entreprises du port représentées par le GUP, les résidents et un certain nombre de personnes qui venaient pour leurs compétences, ou des urbanistes, etc. Il n'y a plus ce type de débat, et ça me paraît grave. Ça me paraît grave, parce que je pense que si on veut avancer sur ces questions de mixité, sur la zone portuaire, il faut absolument que les gens se rencontrent et qu'ils aient des occasions tout à fait formelles de se dire les choses. Je suis une amoureuse de la ville et des villes et des ports, et donc pouvoir avoir une jonction qui permet aussi de faire le lien entre la ville de Kehl et la ville de Strasbourg avec du bâti et des habitants, bah, c'est pas rien. Et après tout, on avait aussi mis un quartier, le port du Rhin, dans le port. C'était les gens qui travaillaient dans le port, mais puisque ce quartier existe, pourquoi serait-il seul? Ça désenclave aussi pas mal le quartier du port du Rhin. Donc je pense que cette brèche se justifie. Je pense qu'on aura peut-être des ennuis ou des contestations, mais ça fait partie de la vie, et je pense que tout l'enjeu écologique de la période à venir sur les transitions, c'est de rendre compatibles les deux. Si on essaye de regarder un peu plus loin, on peut se dire il y a peut-être quand même des moyens que l'un tire des avantages de l'autre, c'est-à-dire créer, comme je disais avant, créer des emplois avec des gens qui habitent dans le secteur, qui ont du coup des moyens de transport courts, un accès facile à leur lieu de travail, peut-être au niveau du port, créer des navettes fluviales pour se déplacer. Donc pour les gens qui habiteraient là, ils verraient peut-être ça moins comme une nuisance d'avoir une activité portuaire, puisqu'ils profiteraient en fait de modes de transport peut-être alternatifs, fluviaux, pour aller au centre-ville par exemple. Voilà. Mais pour moi, la seule condition pour que cette brèche urbaine cohabite avec le port, c'est de créer des emplois en fait un petit peu. Ça avait déjà été fait dans la zone portuaire nord, où, alors pas au port, mais par exemple il y a un restaurant, qu'on appelle ça un peu associatif, je ne sais plus comment on appelle ça vraiment, qui en fait s'engage donc un restaurant où on peut aller, nous en tant que clients, voilà, pour manger à midi, le plat du jour, et en fait qui s'engage à utiliser du personnel qui vient des quartiers, parce que souvent en plus ces gens sont complètement coupés de l'activité portuaire, donc voilà, un petit peu favoriser ça, favoriser les entreprises, leur dire voilà, si vous embauchez quelqu'un qui habite à côté. Sur plusieurs points, on peut dire qu'il y a une certaine efficacité. Je crois que c'est un des premiers lieux où il y a un plan de déplacement d'entreprise qui a été monté et qui a été, semble-t-il, assez efficace, en tout cas pour un certain nombre de gens. J'ai un autre modèle, la piste cyclable le long de la route là. Je pense que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Pour avoir longé cette route tous les jours, 4 fois par jour, bien avant qu'elle le soit, je veux dire, chapeau. Et la signalétique qu'il y a dans le port, ça c'est aussi un exemple dont je pense la ville devrait s'inspirer. Je pense que pour moi c'est une réussite. C'est une réussite justement dans le changement d'approche en fait de l'aménagement du territoire. Je pense qu'il y a là quelque chose qu'il faut dérouler. Qui, à mon avis, a fait ses preuves. Ça peut plutôt être cité en exemple. Je pense qu'il y a une demande forte, on voit bien, de ce type d'aménagement. Donc ça, oui, sans hésitation, je dirais, il faut y aller. Mais ça veut aussi dire que quelque part, là, dans la zone où ça a été fait, il y a une désaffection industrielle, c'est-à-dire que on n'est pas la ville et l'usine, on est la ville à remplacer l'usine.
quand même. Parce qu'on a très peu d'établissements économiques encore. L'idéal pour moi, c'est de vivre pas trop loin de son travail. Quand on a la chance de pouvoir y aller à vélo, c'est une très bonne chose. Donc, je pense qu'on peut. Alors, pas toutes les activités, c'est évident, mais je pense qu'une partie des activités pourraient très bien trouver leur place dans des zones résidentielles. Et là, à l'inverse, c'est un peu plus difficile, mais je pense que là aussi, si dans le cadre de la progression, on réaménage au fur et à mesure, ce n'est pas exclu non plus, surtout qu'on a des industries aujourd'hui qui sont beaucoup moins polluantes que dans le temps. Donc, surtout les industries de pointe, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire des zones mixtes. Voilà, tout n'est pas possible, je pense qu'on peut faire des zones mixtes intéressantes. Je ne sais pas s'il y aura d'autres brèches, ça dépendra de l'évolution des activités. Par contre, ce que je pense, c'est que l'isolement du port ne sert pas le port. Et donc, je pense qu'on va vers une plus grande mixité fonctionnelle, de la même façon que je pense qu'un jour, il faudra faire rentrer de l'habitat au parc de l'innovation et à E puissance 3. Alors évidemment, on ne peut pas le faire à tout endroit. Il y a des endroits qui s'y prêtent et d'autres pas. Mais de la même façon qu'il peut y avoir un imaginaire portuaire qui s'est réveillé chez les touristes, vous l'évoquiez tout à l'heure, il peut y avoir aussi un imaginaire portuaire pour les habitants. Donc, je pense qu'il y en aura d'autres, mais qu'elles doivent se faire progressivement et bien sûr de façon très, très pragmatique pour ne pas... et que ça dépend de l'évolution même des activités. On parlait tout à l'heure du port Nord. Tant qu'il est port au pétrole, il y a des cercles de danger. Après, si les activités mutent, il peut y avoir une autre cohabitation qui s'instaure. En fait, le port est un mouvement. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas respecter ce mouvement, ce rythme mais en même temps en tirer parti. Ça avait été une de mes agréables surprises en arrivant aussi à Strasbourg et en découvrant ce port du Rhin, c'est que c'est un port quand même inséré dans la ville. Quand on regarde les ports de Paris, quand on connaît un peu le port de Bonneuil ou d'autres sites, on a des sites qui sont plutôt beaucoup plus fermés, voilà, où on a des barrières à l'entrée. Ici, là, on est à proximité de la rue du Port du Rhin. C'est une rue du domaine du port. Et pourtant, elle est circulable, accessible à tous. Et voilà, on ne fait pas la différence. Est-ce que c'est une rue du domaine du port ou est-ce que c'est une rue voilà, de la ville de Strasbourg. Donc ça, c'est quelque chose qui est fort à Strasbourg et qu'on aurait tout à gagner à renforcer davantage sur notamment, je pense à des sites qui sont à proximité de la forêt du Neuhof, à proximité de tout le secteur au sud du Jardin des Deux Rives. Voilà, on est vraiment aussi dans le paysage et dans tout ce milieu, voilà, écologique du Rhin. Et comment on arrive à renforcer aussi la présence pour l'agrément et l'insertion aussi paysagère de ces activités dans le voilà, un peu cette proximité entre les deux, comment on arrive aussi à la conjuguer. C'est aussi ça, peut-être pas la brèche urbaine, mais la brèche du projet. Comment on amène, disons, on se projette et de la réflexion. Et là, il y aurait voilà, peut-être une brèche paysagère à construire pour se dire comment on aménage un peu mieux l'espace public et végétalisé sur ces espaces un peu entre nature et activité portuaire.